Madame, monsieur, bonjour. Il est 12h32 à la pendule du ZCL. Nous voilà pour un nouveau numéro avec des invités aujourd'hui. Daniel Macias, animateur des Amis du Monde Diplomatique, sera avec nous. Il est déjà en plateau. Nous aurons bien sûr Xavier Boulin, sociologue et anthropologue, qui nous parlera de l'estime de soi. Et puis on aura la Rachel Olia qui a monté cette première application sur le paroquet. Et puis on terminera ce magazine avec Jimmy Coton-Pélagie qui nous parlera du dancehall sous une nouvelle forme. Voici l'ensemble des invités du jour. Bonjour Keïssa, alors l'actu aujourd'hui va se décortiquer autour d'eux. Bonjour Jean, alors on va commencer par une grève. Aujourd'hui bien sûr ce ne sera pas un ZCL spécial grève comme nous avons eu au mois de novembre, mais nous commençons tout de même par une grève. Pour info, sachez que l'UGTG bloquait l'ouverture de l'agence Pôle emploi ce matin à Bouillante. Une fois de plus, les demandeurs d'emploi sont pris en otage. Rien ne peut expliquer, rien ne peut justifier qu'un syndicat bloque une agence. Comment défendre l'emploi en Guadeloupe en empêchant même les demandeurs d'emploi de se rendre dans une agence? Voyons le reportage. Bonjour peuple Guadeloupe. Ben, nous commençons 2018 et nous avons toujours la même situation là en Guadeloupe. Donc là, le GTG mobilisé devant l'agence Bouillante. Pourquoi? Parce que la direction, nous, il pas qu'à coûter. Il fait déménagement à Bouillante. Alors que les représentants de nos projets là nous disent comme ça qu'il y a un problème parce qu'ils mettaient en agence derrière une station essence, derrière des magasins, ni voiture à passer sans arrêt. Donc on va voir des domaines voiture à passer là sans arrêt. Donc, ils ont commencé quand même, ils ont commencé déménagement là, ils ont mis ces Algeco là, ils ont commencé déménagement là avec les agents dans l'autre agence là. Et pendant les agents dans l'agence là, ils ont sorti carton, ils ont sorti meubles, ça a créé déjà un premier problème à poussière. Et c'est pour ça que ces agents là mettent user des droits de retrait à eux. Là, ils usaient des droits de retrait à eux, la direction bah, comme réponse retrait de salaire. Au lieu été dit que ouais, mais il faut nous organiser ça en d'autres gens. Donc, ils ont rentré ces agents là, donc bien malement rentré dans l'agence là en Algeco, on a répété qu'on s'était des travailleurs détachés, donc nous avons travaillé dans Algeco. Le problème là qu'a posé vers Algeco là, ça, c'est que mon plan nous avons des dos nous là, comme nous allons la rue là, voici j'entre à 3 fois, alors que c'est depuis uniquement le 26 décembre, nous on dit dans l'agence là ça. On dit dans l'agence là aussi, problème qu'a posé ni infiltration d'eau, qui a coulé en l'aide des fils électriques qui apparent. Donc, pas ni sécurité pour ni demandeurs d'emploi, ni agents. D'accord? Service informatique même pas installé tous ces ordinateurs là. Pourquoi? Justement parce qu'il y a ni des prises qui pas aux normes. Donc directeur la capacité qui a dit comme ça que nous pour demander d'emploi en otage, mais c'est lui qui a pris en otage parce que c'est pas normalement. Comment demander est-ce que dans la région là qu'il était là, il vivre là, d'origine là. Est-ce qu'il était que voulait que famille aille recevoir dans Algeco qu'on va derrière moi là et gens yo recevoir aussi. C'est-à-dire que là où 6 là voit un camion qui a passé, un camion là, sous il passe, ou 6 ans dit dans là, là voit un camion qui a passé, un demandeur d'emploi qui 6 ans dit dans là, tout ça a tremblé et demandeur d'emploi a commencé, c'est tremblement de terre, il a levé. C'est ça qui a fait en dit dans là. Donc ça n'a pas des conditions normales d'accueil. Donc c'est tout à fait normal que nous lever du bout de jour là parce que nous avons dit M. Jules, si qu'il revient en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage anti-Napoléon qu'il y a, nous avons dit non. Il est ouvert vaillant combattant devant Haïti pour dire non, à part comme ça doit fait. À part comme ça, peuple Guadeloupe, pas ni droit ni un accueil au niveau en service public comme Pôle emploi, il n'y doit ni un accueil qu'on est ouvert à Paris, qu'on est ouvert à Marseille. Et voilà pour la première grève de cette année 2018. On continue le ZCL avec Daniel Macias. Il est animateur des Amis du Monde Diplomatique Guadeloupe. Alors dites-nous Daniel, qu'est-ce que c'est exactement? Bonjour, et bonjour à tous. Donc le Monde Diplomatique, c'est un journal qui existe depuis 60 ans maintenant, qui est le journal francophone le plus diffusé au monde, parce qu'il existe en une vingtaine de langues, et qui a pour objectif de porter un regard critique sur la société à travers des analyses, des reportages, des tribunes. Voilà, là j'ai avec moi le numéro de décembre qui évoque voyez, l'enlisement saoudien au Yémen, ou bien la coopérative, est-ce que c'est un remède miracle pour l'emploi, ou il y a aussi un article par exemple sur
Gbagbo qui est en prison depuis 7 ans maintenant à La Haye et d'après Mediapart et un certain nombre de journalistes, c'est un dossier qui ne tient pas. Donc ça brasse vraiment tous les sujets, toutes les zones de la planète. Et depuis maintenant 20 ans, il y a une association qui s'appelle Les Amis du Monde Diplomatique et qui organise à travers toute la France, mais aussi dans d'autres pays, comme par exemple au Burkina Faso, au Luxembourg, aux États-Unis, Japon, etc., des groupes qui organisent des projections débats, des cafés débats, etc., pour évoquer les sujets traités dans le journal. En Guadeloupe, ça fait 4 ans qu'on a fait le choix d'organiser des projections suivies de débats. Alors ça se passe essentiellement à Port-Louis, à la médiathèque. Et 2 fois par an, on fait venir des invités. Et il y a quelques semaines de cela, sur ce plateau, avec Danick était présent, une réalisatrice qui dénonçait le problème du glyphosate, commercialisé notamment par Monsanto. Elle était là pour évoquer ce sujet. On avait organisé donc des soirées projection de débat et des rencontres avec des agriculteurs, etc. Donc on essaye de sensibiliser sur certaines questions qui sont parfois un petit peu, comment dire, pas suffisamment traitées dans les médias dominants, on va dire. Voilà, et aujourd'hui, le rôle des Amis du Monde Diplomatique Guadeloupe, c'est apporter cette information sur un nouveau genre, d'être différent, de traiter de ces rencontres. Qu'est-ce qui ressort ? C'est souvent apprécié, puisque déjà, une preuve que notre travail, même si c'est à titre bénévole, notre travail est apprécié, c'est que depuis le début, il y a 4 ans, on a vu, au début, il y avait une vingtaine de personnes qui venaient à la médiathèque de Port-Louis. Maintenant, selon les thèmes, on a entre 50 et 100 personnes, ce qui n'est pas évident, notamment faire venir des gens en dehors du Nord-Grande-Terre pour voir des films. Et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que les débats sont vraiment des moments où la parole s'exprime librement, le public intervient beaucoup. C'est pas un dialogue entre un animateur ou un journaliste et l'invité. C'est vraiment, il y a quelques questions et très rapidement on passe aux questions du public. Donc ça, c'est quand même un moyen qui est assez efficace pour vraiment que les gens aient l'impression de pouvoir s'exprimer librement, retirer un certain nombre d'enseignements de la soirée, puisque nos documentaires, nos fictions sont généralement de qualité, puisqu'ils sont programmés dans des festivals. Ils sont très peu vus en Guadeloupe, à part les festivals de cinéma classique. Mais sinon, ça ne sort pas au cinéma, dans les cinémas commerciaux. Et donc, on est là un peu comme un complément. On n'est pas là pour être meilleur que les autres ou remplacer je ne sais qui, mais on est là pour apporter notre pierre à l'édifice de l'information et d'un regard, on va dire, critique, dans le sens pas forcément négatif, regard critique sur ce qui se passe dans la société guadeloupéenne. Est-ce que des thèmes sont demandés ? Est-ce que des thèmes, des sujets reviennent, des sujets récurrents reviennent ? Et quels sont-elles ? Alors, on n'a pas de sujet récurrent, on essaie vraiment de varier les continents et les thématiques. Donc, vous voyez, au mois de décembre, c'était l'environnement et l'agriculture biologique. Au mois de novembre, c'était un film sur les sportifs ça se passe en Kanaki, qui jouent au rugby, par exemple. On vient les recruter pour jouer en France, et ça se passe mal, parce que on les arrache à leur univers et on les laisse comme ça dans un univers qui est un univers où il y a beaucoup d'argent. Et pas seulement, du coup, voilà, on avait passé un film là-dessus. Au mois de vendredi, la thématique, c'est les pompiers. Demain soir, la médiathèque de Port-Louis. Les pompiers Alors, les pompiers, le thème, c'est les pompiers en crise. Parce que l'État se désengage de plus en plus. Il y a de moins en moins de volontaires. Et le temps de se professionnaliser aussi. Alors après, il y a la professionnalisation, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'en France comme en Guadeloupe, évidemment il y a des régions en France où c'est encore plus le cas, mais il y a un maillage territorial très important qui fait que sans volontaires,
les interventions d'urgence pour permettre aux gens de gagner des minutes précieuses parfois, dans certains cas, certaines maladies. Mais sans ces pompiers volontaires, la situation sanitaire serait quand même beaucoup plus difficile. Donc, et puis c'est une question de citoyenne aussi. Donc il n'y a pas que les professionnels c'est important, mais comme dans d'autres domaines, les citoyens peuvent jouer un rôle, on le voit avec les associations, dans tous les domaines, éducation, etc. Et au mois de février... avant de venir au mois de février, demain, ça va être les pompiers. Pourquoi pas ne pas organiser ceci dans la caserne du SDIS aux amis? Il y a des histoires d'autorisation, il y a aussi un public qui... c'est aussi une façon de mettre en avant aussi les médiathèques, les bibliothèques publiques, parce qu'elles ne sont pas trop fréquentées. C'est des bâtiments publics. Donc il faut les faire vivre aussi. Je ne suis pas sûr que les gens se déplaceraient forcément en plus à la caserne. Donc il y aura des intervenants du SDIS et du syndicat de pompiers. Il y a d'abord une fiction qui s'appelle Les Hommes du Feu, qui était sortie en France il y a quelques mois avec Roche Dizem et Émilie Duquesne, pour ceux qui connaissent, et réalisée par Pierre Jolivet qui avait fait Ma Petite Entreprise. Et ce film n'est pas sorti en Guadeloupe. Et d'ailleurs, quand j'ai contacté le SDIS, le responsable de la communication m'a dit c'est bien parce que justement, parmi nous, on se disait il faudrait qu'on essaie d'organiser une projection, etc. Donc voilà, vous voyez, en l'occurrence, on a devancé un petit peu ce genre d'idées. Et voilà, mais ça touche vraiment des sujets très différents. On avait prévu, là vous voyez peut-être, c'est une publication aussi du Monde diplomatique qui s'appelle Manière de voir, qui sort tous les 2 mois. Et l'avant-dernière était sur Cuba. Au mois de novembre, le rédacteur en chef adjoint devait venir pour faire une conférence justement sur Cuba, puisqu'il avait coordonné ce bimensuel. Et donc, ça peut être des sujets caribéens ou américains au sens large, mais ça peut être aussi, on a fait il n'y a pas longtemps une soirée sur l'Inde. Ça peut être très loin, mais il y a toujours des... Comment dire, on en tire des conclusions pour ce qui passe en Guadeloupe. L'intérêt premier, c'est de permettre à ceux qui viennent assister à ces conférences débats d'apprendre des choses sur leur environnement, d'apprendre des choses sur le monde. Voilà, je pense que c'est l'intérêt premier, c'est de sensibiliser à ce qui se passe dans le monde, parfois, enrichir un regard qu'on a déjà à travers un film et aussi les échanges. Et puis ça permet d'avoir des moments assez rares, puisque c'est par exemple, au mois de février, au mois de mars, on va avoir une soirée sur la lutte contre le terrorisme. On va passer un documentaire qui raconte l'histoire d'une femme qui est d'origine marocaine, je crois, et dont le fils a été tué par Mohamed Merah. Il était militaire, son fils. Et donc c'est une femme musulmane qui porte le voile et qui va dans les écoles et ailleurs porter un discours contre le terrorisme. Donc ça va à l'encontre de l'image qu'on a, par exemple des musulmans. Donc on fait aussi ce travail-là de conscientisation. Conscientisation, voilà. J'allais dire éducation, c'est pas le mot. De conscientisation à des problématiques qui sont souvent complexes. Et il n'y a pas la question du terrorisme en Guadeloupe, évidemment. Mais forcément, il y a des gens qui sont touchés parce qu'il y a des familles guadeloupéennes en France et ailleurs. Et donc la question peut se poser aussi pour des Guadeloupéens, se dire nous comment on voit ça aussi. Donc on commence par évoquer le sujet au niveau national, français, au niveau international, et puis forcément on en vient à ce qui se passe en Guadeloupe. Donc c'est pas quelque chose qui est hors sol et on parle de ce qui se passe ailleurs et surtout pas ici. Non. Il y a quand même l'idée de parler aussi de ce qui se passe en Guadeloupe. Vous prévoyez de décentraliser un peu pour ceux qui habitent en Basse-Terre, de pouvoir permettre, je sais pas, un Bastérien ou un Abissois de pouvoir assister à ces conférences. C'est prévu dans ce projet? Alors on essaye, on en est conscient. D'ailleurs, quand Marie-Monique Robin est venue, la journaliste et réalisatrice là, qui a fait des films sur le glyphosate, et Monsanto, on avait fait une soirée à Gourbin. Au Lamentin, mais je lance un appel, j'en profite sur vos antennes pour s'il y a des gens qui souhaitent organiser des soirées projection de débat ou simplement un beau cantage par exemple avec les amis du Monde diplomatique, c'est faisable. Vous pouvez nous rejoindre et c'est assez facile à mettre en place.
Et voilà, alors après, on est sur le Nord-Inventaire, parce que la plupart des membres, on n'est pas nombreux, mais on est à Port-Louis. Et puis il y a le cinéma Robert Loison au Moule, qui est un partenaire. Un partenaire, qui est un cinéma qui a une programmation intéressante aussi, il n'y a pas que des films commerciaux. Et ils nous ont demandé, enfin on a eu des échanges, d'organiser un ciné-club. Donc le troisième mardi de chaque mois, donc le prochain c'est mardi 16 janvier, on a un ciné-club qui s'appelle Cache Diplomatique. Donc il y a des gens qui vont se dire Cache machin, ça leur dit quelque chose, mais forcément il y a un clin d'œil à Cache Investigation, d'Élise Lucet sur France 2. Donc on n'est pas, modestement, on ne va pas faire ce travail d'investigation, tout ça, mais à travers les documentaires et les fictions, on va s'interroger sur ce qui se passe en France ou ailleurs. Et ça se veut indépendant et sans concession, c'est vraiment ça. Du coup, le film de mardi, 16 janvier, 19h30, à Robert Loison, c'est sur les enfants soldats. Et ça s'appelle Wrong Elements, donc mauvais éléments en français. Et c'est un film qui était un documentaire qui était à Cannes et qui a été réalisé par Jonathan Little, qui avait fait le livre Les Bienveillantes, qui avait le prix Goncourt. Il est allé voir des enfants soldats en Ouganda, 20 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et donc c'est un regard très pertinent sur des enfants qu'on a instrumentalisés, et l'Occident a joué un grand rôle. Qui a été l'objet de... Qui ont été l'objet de livres, etc. Mais il y a assez peu de films et documentaires sur le sujet. Et donc, il y a la religion aussi là-dedans, hein, puisque en Ouganda, c'était l'armée du Seigneur. Donc ça parle aussi de l'instrumentalisation parfois que les mouvements religieux peuvent produire de manière désastreuse pour toute une région. Voilà, donc, et la particularité, pour terminer peut-être de ce rendez-vous, c'est que les gens qui viennent à cette soirée, donc le 16 janvier, mardi, pourront choisir des films. Ils voient 3 bandes annonces avant la projection du film. Ils ont un petit bulletin, et quand ils sortent de la salle, ils choisissent la bande-annonce qu'ils ont appréciée, et le mois prochain, on dépouille. C'est tout simple, hein, c'est une petite boîte, on dépouille, et ensuite on peut le faire aussi par Facebook, sur la page des Amis du Monde Diplomatique et de Guadeloupe. Le mois suivant, donc le film qu'ils ont choisi est programmé. Donc il y a aussi l'idée que ça soit participatif, que ce ne soit pas juste nous qui disions, ben voilà ce qu'il y a, regardez. Qui n'est pas imposé. Voilà, on essaye de faire ce travail-là aussi. Voilà. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Et pour adhérer aux Amis du Monde Diplomatique Guadeloupe, c'est facile, il suffit, vous avez... Oui, alors soit vous allez sur le site internet des Amis du Monde Diplomatique, et il y a une carte de France. Alors, comme souvent... pour les sites français, il y a la carte de France, on ne voit pas les autres pays d'outre-mer, donc il faut cliquer sur les départements et on trouve la Guadeloupe, et là il y a toutes les infos. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi par la page Facebook des Amis du Monde Diplomatique Guadeloupe, ou bien par téléphone aussi. Je peux vous donner un téléphone de 06 90 08 15 25. Voilà, 08 15 25. Et ce travail que vous menez avec un public particulier, avec des universitaires, si tout le monde peut adhérer? Alors c'est vraiment ouvert à tous. Hein. Les intervenants sont des gens qui ont une légitimité pour évoquer certains sujets, donc pour le débat, mais après le public, on organise aussi depuis 3 ans maintenant, j'ai oublié de signaler, la prochaine édition c'est le 2 février, mais j'aurai l'occasion de reparler, sans doute c'est la nuit du film engagé. Donc c'est aussi à Robert Loison, on passe 4 films de 18h à 1h du matin, et on fait en sorte que ce soit des films quand même, ou des documentaires relativement grand public. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît rien au sujet ne soit pas totalement perdu aussi. Donc on a ce souci-là de ne pas cantonner ces soirées cinéma à un public vraiment que d'avertis ou d'amateurs de tel et tel continent, etc. Non, il faut vraiment faire ce travail d'éducation populaire, de conscientisation, qui malheureusement, la plupart du temps, n'est pas fait par les médias, la plupart des médias, voilà. Mais cette émission est un contre-exemple, est l'exception qui confirme la règle. J'ai l'occasion souvent de le dire maintenant ici. Donc, mais il faut dire que la plupart des médias, sur la TNT, les médias français, etc., bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on évoque, par exemple, la guerre au Yémen. Tout simplement, on parle beaucoup de la guerre au Syrie, la guerre au Yémen, on l'aborde de manière assez marginale. Donc voilà, donc c'est notre... comment dire ça? C'est notre engagement, on va dire, en tant que...
on va dire, spectateurs de ce qui se passe, parce qu'on n'est pas sur place. Mais il y a des journalistes qui font ce travail-là, donc on relaie en tout cas ce travail. On vous remercie, Daniel Macias, d'être venu sur le plateau du ZCL. Et on rappelle, ça va être vendredi. Oui, à Port-Louis, à la médiathèque, 19h. Il faut arriver à l'heure parce que... L'entrée, elle est gratuite. L'entrée est gratuite. La médiathèque de Port-Louis, elle est pas loin de l'église, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une fiction qui dure 1h30, donc il faut vraiment être à l'heure. Ensuite, il y a le débat. Mardi 16 janvier, là c'est à Robert Loison au Moule, et c'est les Cages diplomatiques, notre ciné-club. Et là c'est Wrong Elements, un film sur les enfants soldats, à 19h30, 4 €. Voilà, et il y a un échange avec le public à la fin, mais c'est pas un débat. Voilà. Et puis il y aura d'autres rendez-vous, mais n'hésitez pas à aller sur la page Facebook des Amis du Monde Diplomatique. Merci à Daniel Macias, animateur des Amis du Monde Diplomatique. 2 rendez-vous à ne pas rater. On rappelle demain à la médiathèque de Port-Louis et mardi à la salle Robert Loison pour la diffusion de ce film. Merci. Merci à vous et merci aussi aux autres bénévoles des Amis du Monde Diplomatique qui font marcher l'association. Pour enrichir l'enrichissement personnel, Keïssa. Oui, retour sur l'actualité, Jean. Pourquoi le gouvernement souhaite-t-il réduire à 4 semaines la période des soldes, sachant qu'habituellement celle-ci est de 6 semaines? Cette proposition arrive dans un contexte de confusion croissante chez les consommateurs entre les soldes officiels et les proliférations des promotions ponctuelles de type Boxing Day. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire avait avancé plusieurs pistes de travail. Comment raccourcir la période de soldes ou avancer celle d'hiver à début janvier pour se rapprocher du Boxing Day anglais le 26 décembre. Ce sera donc finalement une réduction de la durée des soldes, une nouvelle opération commerciale et par ailleurs à l'étude une période courte de promotion sur 2-3 jours au niveau national. Le gouvernement a en effet annoncé: nous allons proposer une réduction des 2 périodes, à savoir été-hiver, de 6 à 4 semaines. Ce serait pour une mise en place en 2019, vraisemblablement pour les soldes de janvier prochain. Cela laissera donc le temps aux professionnels de se préparer à cet effet. Nous sommes donc partis à Jarry interroger les divers commerçants à ce sujet. Voyons le reportage. En fait, donc, j'ai appris qu'ils veulent diminuer la période à 4 semaines. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne option parce qu'une période de 6 semaines, c'est un peu long. Par contre, je pense que si on pouvait profiter de ça pour pouvoir changer les dates de période en Guadeloupe en particulier, parce que la période de janvier, c'est parfait, mais avoir des soldes aussi en octobre, ça fait 2 fois des soldes coup sur coup, c'est pas très intéressant et ça n'arrange personne. Donc une période de soldes au mois de juin, ça serait très bien, comme ça se fait en métropole. Non, simplement que oui, je suis pour le fait de réduire la date des soldes et il faudrait qu'on soit en harmonie avec les dates qui sont pratiquées en métropole. Je pense que c'est très bien car la durée des soldes est trop longue. 6 semaines de soldes n'a pas d'intérêt. Il faut créer un engouement au niveau des soldes. Les soldes sont placés quand nous allons récupérer notre nouvelle collection. Et nous sommes tout le temps en train d'avoir la nouvelle collection au milieu des soldes, ce qui pour le client est très compliqué et pour le commerçant aussi. C'est-à-dire qu'on soit aux mêmes dates, c'est-à-dire janvier comme en métropole et juin, juillet comme en métropole. Donc 6 semaines de solde, c'est vraiment trop long. Le réduire à 4 semaines me paraît beaucoup mieux et va créer un engouement. Et il faut arrêter de faire trop de promotions durant toute l'année parce que les clients ne s'y retrouvent plus et les commerçants ne s'y retrouvent plus non plus. On finit par vendre que par des périodes de soldes et c'est très très difficile. En fait, le problème, c'est pas qu'il faut réduire les semaines des soldes. Le problème, il faut changer la date. Puisque là, on sort des fêtes, les gens sont un peu essoufflés financièrement et là, ils se retrouver dans des soldes qui sont un petit peu mal placés. Donc moi, je pense qu'il faut plus revoir la date que le nombre de semaines. Là, c'est trop rapproché. On vient de terminer les soldes d'été le 11 novembre et on recommence les soldes d'hiver le 6 janvier. C'est pas possible. C'est franchement pas possible. Et voilà, en outre, nous retiendrons que dans l'ensemble, les commerçants sont plutôt ravis de cette nouvelle décision qui pour eux est favorable. Et voilà, il est 12h58. Nous vous souhaitons un bon appétit. Nous vous remercions de nous regarder. Nous rappelons, vous nous regardez en direct du ZCL et nous écoutez en direct de Radio Haute Tension, mais aussi de C10 FM 103. On se retrouve après la pub.
13h04 sur le plateau du ZCL. Notre deuxième invité est là, Monsieur Xavier Bulin, est sociologue, anthropologue, qui est avec nous. Alors, Keïssa, on va parler du séminaire du développement personnel. Voilà un thème qui risque d'attirer l'attention de pas mal de Guadeloupéens. Oui, tout à fait, Jean. Mais avant tout, Gérard Bulin, Xavier, monsieur, je vois que vous êtes sociologue, anthropologue, philosophe, essayiste, conseiller en développement personnel, enseignant, chercheur, mais aussi formateur. Oui. Alors comment alliez-vous, comment une personne allie tous ces titres? Ce sont que des titres, en effet, je vois cela plus en termes de compétences. Ce sont des compétences acquises à travers les années et sur lesquelles j'interviens donc selon certaines périodes, selon certains lieux. Mais bon, c'est vrai que pour éduire la chose, je suis de formation socio-anthropologue. D'accord. Je suis essayiste parce que j'ai écrit quelques ouvrages qui traitent des problématiques philosophiques, anthropologiques, etc. Est-ce que l'on peut très rapidement, très brièvement citer quelques ouvrages? Mais parmi les derniers, il y a de l'essentialité pour la déracialisation du monde, où j'indiquais que les races n'existent pas, ni noirs ni blancs, ce sont des fantasmes, des reproductions, des représentations, et il est important que l'individu et que le groupe se désolidarisent de cette logique raciale. On est humain, on est noir, on est blanc, sans problème, mais dès lors, toutes les stigmates portés dans les représentations n'ont pas lieu d'être. Donc c'est ce que je développe dans De l'essentialité ou pour la déracialisation du monde. L'autre ouvrage, c'est la poétique du sens de la vie à l'existence. Mon propos est de dire que la plupart des gens vivent, mais n'existent pas. Vivre, c'est vivre et mourir. Être enfant, parent, grand-parent, être étudiant, salarié, retraité. Exister, c'est aller au-delà de soi, atteindre sa dimension supérieure. Le 7e, c'est Désaliénons-nous, ou l'intelligence culturelle. L'idée simplement de dire que c'est un ouvrage que je consacre à la Guadeloupe et à la Martinique, pour dire que nous avons, surtout en Guadeloupe, puisque je suis guadeloupéen, nous avons de fortes ressources culturelles qui pourraient contribuer très fortement au développement social et économique de la Guadeloupe, n'est-ce pas? Donc qui méritent d'être identifiés et valorisés. C'est cette logique-là que je développe dans l'ouvrage. Et le tout dernier qui s'appelle Homo Spiritualis, ouvert à la défloration de l'âme, où effectivement j'aborde, c'est vrai que c'est un traité plus d'anthropophilosophie, où j'aborde la question, je veux dire, sacrée de l'homme, de l'humanité, et de son essence. Monsieur Gérard Bulin, vous êtes sociologue, on va s'arrêter sur ce titre pour aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui. Faire ce séminaire du développement personnel, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce séminaire? C'est l'étude, c'est une étude que vous avez menée. Qu'est-ce qui vous a incité à vous pencher sur cette problématique? Voilà. C'est d'abord effectivement des travaux de recherche, puisque les publications, les ouvrages sont finalement les productions personnelles de recherche, et à un moment on a envie de partager tout cela, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que depuis quelques années je fais des séminaires de ce type de 3-5 jours en entreprise, dans les administrations, mais j'ai voulu effectivement présenter un format qui convient au tout venant, à toute personne, parce que nous avons tous une souffrance quelconque, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin de nous connaître mieux, d'avoir une plus grande estime de nous-mêmes, d'avoir une plus grande confiance en nous pour s'affirmer. Parce que sinon, ce qui nous guette bien souvent, ce sont ce qu'on appelle des postures, n'est-ce pas? C'est l'avoir, le paraître, le faire semblant, c'est le lait pour gaga vrai, vous voyez? Ce sont des postures qui ne permettent pas à l'homme, à l'individu, de s'affirmer, de s'épanouir. De savoir qui il est. De savoir qui il est. Bon. Et c'est le fondement, n'est-ce pas? C'est le fondement. Est-ce qu'on peut s'attarder sur cette définition très brève de l'estime de soi? C'est le côté palpable, c'est le côté impalpable, c'est le côté de l'affirmation de soi? Alors, l'estime de soi, c'est un niveau, n'est-ce pas, de développement de l'individu. C'est la capacité de l'individu à s'apprécier, à se valoriser, à s'aimer. Est-ce que vous voyez? Donc parce qu'il aura appris à se connaître suffisamment, ses points forts et ses points faibles, d'une part, mais il aura appris à accepter cela. Travailler, renforcer ses points forts, mais travailler sur le point faible de manière à ce qu'il puisse s'accepter avec ses qualités, ses défauts. Vous voyez? Par exemple, nous sommes en Guadeloupe. C'est vrai que lié à notre histoire, nous avons ce qu'un monsieur qui s'appelle Lipiensky appelle un défaut narcissique, du fait que dans les représentations que nous pouvons avoir de nous-mêmes par rapport à la couleur de notre peau, n'est-ce pas? Il y a un grand mal-être qui existe, n'est-ce pas? Un grand complexe d'infériorité pour certains, de supériorité pour d'autres. Ce sont des choses que l'individu doit élaguer
parce que ça freine son développement. Donc, être dans le processus de développement personnel, c'est s'apprécier suffisamment au-delà de la couleur de sa peau, de ses richesses, de son ci, de son ça, de manière à ce qu'il puisse avoir confiance en lui pour affronter son destin. Le jeune, ses projets, et l'adulte, donc sa réalité personnelle, familiale et autres. Vous pensez que tant un individu n'a pas fait cet effort sur lui-même, il sera freiné ? Je pense d'autant plus que, alors oui, à votre question, parce que il y a des choses auxquelles il n'aurait pas accès. Vous voyez, cette liberté de choisir, cette liberté de penser, cette liberté d'affirmer son point de vue, pas celui qu'on lui a suggéré, mais le sien propre. Ça, c'est un premier frein. L'autre frein, et c'est ce qui fait référence aux deux autres séminaires, c'est que justement, dans l'avancée de mes travaux, je suis parvenu au fait selon lequel, je disais tout à l'heure, on ne vit pas seulement, on existe, n'est-ce pas ? Exister. Donc tout individu a des potentialités, a des ressources, n'est-ce pas ? Mais qui restent cachées. Et donc le deuxième niveau, c'est justement parvenir à son être, à développer plus amplement ses qualités, pour pouvoir être dans un niveau de transcendance tel qu'il acquiert une certaine liberté intérieure, n'est-ce pas, un cœur apaisé. Il affronte les lendemains sans problème. Ça, c'est le deuxième niveau. Et il est important qu'il puisse se connaître parce qu'après le deuxième niveau, il y a un troisième niveau qui devrait l'amener à un niveau de ce que je qualifie comme un niveau de quintessence, une paix durable, où il est bien dans ce qu'il est fondamentalement et dans sa nature. Parce qu'à ce niveau-là, ça rejoint le dernier ouvrage que j'ai écrit, je dis que tout individu a une part sacrée, n'est-ce pas ? Ça, c'est une réalité que je défends et qui lui est accessible s'il parvient à développer ce qu'on appelle des valeurs de transcendance, l'amour, la paix, la joie, ces choses qu'il développe afin que dans nos relations avec lui, il soit en bonne, n'est-ce pas, il soit en bon terme, et dans la relation avec l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, quel que soit son aspect, il soit en paix. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est une maturité très importante qu'acquiert l'individu, mais le fondement de tout cela, le départ de tout cela, c'est qu'il apprenne à se connaître, à savoir qui il est, quelle est sa culture, donc quelle est son identité, quelle est sa personnalité, et ce sont les choses fondamentales qu'on va aborder dès le 20 janvier au domaine de la Rose, puisque c'est où se tient. Monsieur Gérard Bulin, pour les auditeurs qui nous écoutent sur la C10 FM, sur RHT Guadeloupe 89.8 et ceux qui nous regardent à la télé, est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Est-ce que certains individus ont besoin d'autres personnes qui puissent leur affirmer cette identité? Ils doivent savoir qui ils sont vraiment. Oui, en réalité, les individus ont toujours eu besoin de quelqu'un, ou d'un parent, ou d'un ami, ou voilà. Donc un enseignant, de rencontres, n'est-ce pas? Mais ces rencontres-là, il faut avouer, ne se font plus de la même manière. N'est-ce pas? Donc la rencontre qu'on faisait avec le voisin ne se fait plus de la même manière, avec le parrain ne se fait plus de la même manière, avec les parents ne se font plus de la même manière, avec l'enseignant ou d'autres. Bon, les rencontres ont changé. Donc cette rupture a déjà provoqué, cette fissure peut provoquer le retard de cette prise de conscience pour certains. Oui, alors il y a cela. Donc je disais que ces rapports ont changé, mais ce n'est pas du fait qui de l'enseignant, qui du parent, etc. Je ne veux pas culpabiliser les uns les autres. C'est du fait d'une réalité systémique, n'est-ce pas, où les valeurs ont changé, les repères ont changé. Alors effectivement, dès lors, l'individu qui a un besoin, c'est un besoin impérieux qui est imposé à toute personne à un moment ou un autre de sa vie, de se poser la question de qui il est. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, puisque nous sommes dans une réalité où l'insécurité est très forte, n'est-ce pas? Il y a une grosse opacité sur l'avenir et les gens se posent plein de questions sur les changements qui ont lieu et qui les harcèlent, n'est-ce pas? Mais ils se posent des questions de plus en plus tôt. S'ils ne se la posent pas, leur comportement, la violence, l'addiction ou d'autres choses, des dépressions, sont autant de signes de ce malaise que la situation provoque. Donc c'est la raison pour laquelle
j'interviens parce que bon, je fais des recherches sur ce sujet-là. Mais je veux dire que d'autres personnes, donc aussi habilitées que moi, même meilleures que moi, le font tous les jours, de leur quotidien. Un collègue vis-à-vis de son autre collègue, est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Bien, donc l'idée, c'est de simplement mettre en évidence le fait que nous, notre société, comme toutes les sociétés du monde, ont un moment besoin. Et aujourd'hui, plus qu'avant, donc d'avoir quelques éléments qui leur permettent de se redécouvrir de manière à ce qu'ils puissent supporter ce qui est insupportable. Donc il y a un déclic qui va se faire à un moment ou autre. Absolument. Alors il se fait de plus en plus tôt, ce déclic-là manifestement, puisque, excusez-moi, donc alors j'assiste au fait que ce déclic-là paraît beaucoup plus tôt chez la femme que chez l'homme. Pourquoi chez la femme plutôt que chez... Parce qu'il semble, selon les études qui ont été menées, par rapport à son vécu de femme, n'est-ce pas? Donc, avec le fait de l'enfantement, le fait donc d'une vie de femme qui effectivement est peut-être épouvante à certains égards, n'est-ce pas? Donc, et par rapport au fait que, je veux dire, la position qu'elle a donc dans la société, une position basse qui lui permet de pouvoir appréhender les choses, et disons-le, donc clairement qu'il y a il semble manifester donc il semble qu'il y ait une disposition, n'est-ce pas, à se poser ces questions fondamentales. Et cela s'explique souvent lorsque vous regardez le nombre de personnes, de femmes ou d'hommes, qui à partir de 50 ans retournent à l'église ou dans les lieux de culte, etc., à la quête de quelque chose de plus, je veux dire, de plus spécifique que la chose humaine. Vous irez dans les églises, vous irez dans les organisations religieuses ou philosophiques, parce qu'il y a ce besoin qui apparaît chez elles beaucoup plus tôt, n'est-ce pas, que chez l'homme. Voilà, c'est un peu pour répondre à votre question. Qui est ça? Juste pour revenir sur la question, si on élargit cette question aux sportifs, on voit certains sportifs faire appel à des préparateurs mentaux. Est-ce qu'on peut établir un lien? Il manque quelque chose, l'estime de soi ou... Bon, dans ce cas-là, il s'avère que ce soit plus lié à ce qui relève d'une confiance pour une performance. La question que nous traitons là, c'est plus lié à l'estime de soi, la confiance en soi, dans une visée existentielle, pour permettre à l'individu d'être suffisamment bien dans sa peau, d'être suffisamment apaisé, d'être suffisamment donc en liberté à l'intérieur pour pouvoir gérer sa vie, voyez, de la bonne manière. Parce que, je veux dire, à un moment, donc, c'est vrai que la question, qu'ai-je fait de ma vie, se pose de plus en plus tôt. De nombreuses personnes se la posaient à 50-60 ans. Aujourd'hui, à 30-40 ans, les gens se posent des questions. Qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait de ma vie au passé, alors qu'il reste encore 20 ans, 30 ans à vivre? Vous voyez, parce que la question existentielle, elle est cruciale. C'est l'intérêt, selon nous, de pouvoir traiter la question, au moins lors de ce séminaire-là, donc de poser les fondements de ce processus qui est donc de permettre à la personne de s'interroger à travers ces interrogations sur qui elle est, donc qu'elle doit-elle faire, où doit-elle aller, ou quel choix doit-elle faire, qu'elle puisse le faire dans des circonstances les plus favorables, en ayant le souci que les réponses qu'elle va avoir lui conviennent bien. Et comment va s'articuler, va se présenter ce séminaire le 20 janvier? Écoutez, donc, il y en aura donc durant la journée donc une présentation, moi, donc en tout cas parce que je suis mon intervenant, donc du cadre dans lequel des concepts donc, mais pas dans une démarche, je vais dire formative ou magistrale, pas du tout. Ce sera dans une démarche dynamique parce que chacun, à travers des exercices que nous ferons, chacun pourra se situer par rapport à la connaissance d'elle-même, par rapport à son estime de soi, par rapport à la confiance en soi. Et donc, je leur apporterai des outils pour justement tenter de renforcer ces éléments-là, de manière à ce qu'ils puissent effectivement, ou elles puissent donc s'inscrire dans un cheminement qui les conduiront, je souhaite, dans un premier temps à l'existence, puis vers la quintessence. Vers la quintessence. Et ce cheminement, ça peut être assez long, ça peut être très court, il n'y a pas de...
Oui, ça dépend. Ça dépend. Je pense que les personnes qui, aujourd'hui, nous écoutent ou qui, j'espère, seront avec nous le 20 janvier prochain, ce sont des personnes qui sont déjà dans un processus. Du moins, elles se posent déjà des questions fondamentales. Donc, en se posant les questions déjà sur le cheminement. C'est clair. Parce que c'est une démarche que celle qui consiste à avoir l'audace de ces questions-là. Vous voyez, je disais tout à l'heure que la société, ou les sociétés dans lesquelles nous vivons, parce que c'est mondial, c'est pas guadeloupéen, donne aux individus une illusion d'être. Est-ce que vous voyez, avec une réalité en rapport avec le consumérisme, avec la matérialité, avec l'intellectualité, des choses qui finalement compensent, n'est-ce pas, ces manques d'être-là. Donc, lorsque quelqu'un choisit dans son outil, se pose des bonnes questions, te dit, bon, attends, la vie ne veut pas être que ça, n'est-ce pas? Donc, il y a sans doute d'autres choses. Où suis-je là-dedans, et que dois-je faire? Lorsqu'elle se pose ces questions-là, elle est déjà dans le cheminement. Parce qu'en réalité, bien avant, elle a observé, elle s'est interrogée, et dès lors, elle est prête à construire quelque chose pour elle-même. Pour elle-même. Et cela, dès le 20 janvier, vous avez précisé, ça va être à quelle ville, quel endroit? Alors, à Goyave, au domaine de la Rose, à la section La Rose à Goyave, c'est à l'entrée du bout, en direction de Basse-Terre, sur la gauche, c'est visible, n'est-ce pas? Donc, ça se tiendra là de 9h à 16h. Et donc, chacun pourra déjeuner sur place, puisque donc, il est prévu dans l'organisation un repas sur place. Et une petite participation financière? Oui, pour chacun, oui, tout à fait. Mais chacun pourra avoir des renseignements plus, je veux dire, conséquents à partir des numéros de téléphone qui apparaissent dans... Que nous citons 0690 480 831 ou encore le 0690 674 720. Des numéros, bien sûr, que nous rappelons en fin d'émission. Et on rappelle que le 20 janvier, ça va être la première phase, puis le mois prochain, le mois de février, il y aura la deuxième phase, et au mois de mars, troisième phase. Voilà, la deuxième phase, effectivement, c'est effectivement la personne qui concernera les personnes qui sont déjà justement dans le processus de construction, parce qu'on parlait d'existence. Je disais qu'on ne vit pas seulement, on existe. Ça veut dire qu'on a pu se libérer de certaines choses. Exister, par exemple, n'est-ce pas, dans ce que j'essaie de décrire dans de mes ouvrages, c'est avoir réglé la question raciale. Vous voyez, c'est-à-dire que si nous avons tous, qu'on le veuille ou non, nous sommes porteurs de souffrances, n'est-ce pas, liées à une réalité historique ou pas. Donc, je veux dire que se considérer pour ce qu'on est, des humains, donc se sortir de certaines formes d'aliénation. Césaire disait que l'aliéné, c'est l'individu dépossédé de son être, n'est-ce pas? Voilà, donc toute chose qui porte atteinte à l'être de l'individu, donc le préjugé de couleur, le préjugé social, ou les malaises qui n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Donc, empêche à cet individu d'exister. Et exister, se libérer de cela. Donc, c'est le deuxième niveau du processus. Et une fois que la personne donc, est parvenue à se libérer et est dans une logique de ce que j'appelle de transcendance, parce que je parle quelquefois de l'âme, l'âme de l'individu, dans ma définition, en tout cas, c'est l'être transcendé. Passer de vie à existence, c'est se transcender, c'est-à-dire aller au-delà de ce que l'on est. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc après, le troisième niveau, c'est le niveau 3, donc c'est de l'existence à la quintessence. C'est pour les personnes qui, effectivement, sont dans un processus déjà de construction avancée pour pouvoir acquérir une certaine sagesse, une certaine paix intérieure durable, qui n'est pas nouveau, parce que Socrate et les stoïciens en parlaient déjà, en 150 avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une chose nouvelle, mais dans ce contexte-là, c'est bien d'actualité. Et est-ce que ça arrive, les études démontrent que certains n'ont jamais arrivé à faire ce pas, à franchir ce palier? Pardon? Est-ce que certaines études ont démontré que certains individus n'ont jamais pu faire franchir le pas? Alors, l'idée, c'est que la plupart des personnes ne franchissent pas le pas. Oui, je dis que la plupart des personnes, des hommes vivent n'existent pas. On vit, on vit, mais exister, c'est-à-dire atteindre son niveau supérieur, la plupart ne parviennent pas à le faire. Lorsque j'écris le livre La poétique du sens, j'ai beaucoup fait des recherches là-dessus, et c'est vrai que l'écrire même n'est pas aisé, et donc je constate. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il est d'autant plus important
que l'individu, effectivement, quel qu'il soit, quel que soit son âge, quelle que soit son appartenance sociale, etc., puisse se sentir concerné. Merci Gérard Bulin. Gérard Bulin, très rapidement, juste avant de terminer, nous le rappelons, vous avez une date le samedi 20 janvier, mais aussi le samedi 24 février et le samedi 24 mars, donc tous les derniers samedis des 3 prochains mois. En effet. Tout à fait. Alors dites-moi, ces séminaires peuvent accueillir jusqu'à combien de personnes? Alors, ça dépend. Nous pouvons aller jusqu'à une centaine de personnes. D'accord. Et très brièvement, juste comme ça, j'ai quelqu'un qui me demande justement, que pensez-vous du Kundalini très rapidement? Et le grand sourire. Pourquoi justement ce grand sourire? Elle viendra au séminaire. Bon, à ce moment-là, on échangera là-dessus. On échangera dessus. Pourquoi cette hésitation? Le grand sourire, le grand mystère. Le grand mystère, on en parlera. On en parlera le 20 janvier prochain, on rappelle, à la Rose Goyave. Au domaine de la Rose, Goyave. Donc de 8h à 16h. De 9h à 16h. D'accord. Une participation de 65 € vous sera demandée et la collation et le déjeuner seront inclus. Voilà. Nous rappelons les numéros, bien sûr, à contacter le 0690 480 831 ou encore le 0690 674 720. Et voilà, il est 13h et 25 minutes. Nous souhaitons à nouveau un bon appétit. Nous vous remercions. Gérard, c'est un plaisir de vous recevoir avec nous aujourd'hui. Et nous nous retrouvons tout à l'heure avec Rachel Lolia qui est déjà là. On se retrouve après la pub. Sur le plateau du ZCL avec notre invitée Madame Rachel Lolia qui est avec nous pour nous parler de beaucoup de choses, notamment de la première applique Paroquin, et puis on parlera de cette conférence qui aura lieu au Memorial Act samedi de 10h à 13h sur les pratiques religieuses et les plantes médicinales, c'est ça? Donc, alors pourquoi cette conférence d'abord? Alors, il faut savoir que Paroquin a évolué entre-temps, donc d'une simple application, on a transformé en un concept de valorisation justement des plantes médicinales. Et une des pratiques justement qui tournent autour des plantes médicinales, ça reste les pratiques magico-religieuses, notamment en début d'année comme ça, tout le monde connaît les bains des marées, donc il était intéressant de pas uniquement s'arrêter qu'autour des bains, mais de balayer un ensemble, un panel de pratiques, des plus connus aux plus rares ou méconnus. Et donc voilà, il y aura quand même pas mal de choses et on en discutera progressivement, il n'y a aucun souci. Pas mal de choses. Quand on regarde l'applique, on retrouve l'ensemble des concepts de plantes médicinales qu'on a en Guadeloupe et ça permet bien sûr aux Guadeloupéens de savoir quoi exactement? Alors la démarche en elle-même, elle est faite pour premièrement valoriser le savoir traditionnel, systématiquement recoupé à des données scientifiques, donc basées sur des études, sur des recherches, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment d'expliquer que les plantes, le monde végétal nous suit en fait, nous a toujours suivis, a toujours fait partie de nos codes culturels et concrètement qu'ils nous définissent. Donc nous aussi en retour, on a cet engagement, enfin ce devoir presque de le maîtriser, d'en prendre conscience et de le protéger parce que toute cette biodiversité qui nous entoure, elle participe autant à nous nourrir, nous soigner, à notre bien-être, mais aussi à nous habiller, par exemple, etc. Et donc, elle a une véritable valeur. Et donc, il faut en prendre conscience. Et ça, on y arrivera à travers l'information. Donc, partir, par exemple, dans le cas des pratiques magico-religieuses autour des plantes, mais c'est savoir d'où ça vient, concrètement, pourquoi on le fait, à quoi ça a servi, comment on le fait, est-ce qu'aujourd'hui, sont encore de l'intérêt, etc. Et où est-ce qu'on peut aller avec tout ça? Où est-ce qu'on peut aller avec tout ça? On sait que cette applique est très appréciée par le monde médical, par les professionnels. D'où est venue cette idée?
Alors l'idée de l'application, c'est à l'issue d'un constat personnel, bien que, et faisant partie du monde scientifique, puisque à la base je suis biologiste et ingénieure en communication scientifique, je me suis retrouvée en fait confrontée à une frustration, celle de ne pas avoir accès à l'information du savoir traditionnel, donc en principe qui doit être transmis de génération en génération, sur l'utilisation des plantes médicinales, que ce soit de mon jardin ou de manière plus globale de la savane ou autre, parce qu'on a beaucoup de plantes qui poussent de manière naturelle et anarchique, mais pour autant je n'arrivais pas en fait à avoir accès, et il y a pourtant des études, des publications. Voilà, le côté pratique immédiat d'accès à cette information manquait, et donc c'est comme ça, en fait, sur une réflexion spontanée, que je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas une application sur les plantes médicinales de chez nous? Parce que aujourd'hui, à l'époque, c'était en 2015 que j'ai eu cette réflexion. À l'époque, j'utilisais énormément les applications pour un peu tout, puisque je faisais mes études en métropole. Je venais tout juste de rentrer, donc j'avais encore cette pratique digitale où dès qu'on veut avoir une information, on va sur Internet ou on utilise une application. Et là, c'est vraiment la frustration qui a parlé. Qui a permis d'agir. Exactement. Et de là est partie une idée qui est devenue ensuite un projet et qui maintenant est un concept. Voilà. Et ce concept aujourd'hui permet à tout un chacun de pouvoir se familiariser, se renseigner sur telle ou telle plante ou herbe. Les rimets rasiers, comme on a dit en Guadeloupe. Hier soir, je visitais sur un site, on faisait le poupier. Est-ce qu'on peut avoir... le poupier, c'est quoi ? Alors le pourpier, c'est... alors moi je pense que c'est d'ailleurs même une très belle représentation de l'expression rimet rasier, parce que c'est une plante très très riche. C'est l'une des plus grandes sources d'oméga 3. Ça reste aussi une plante qu'on peut consommer, donc elle est comestible, qu'on peut consommer par exemple à la vapeur. Moi c'est comme ça que je la mange, à la vapeur avec ma fille. Et elle a énormément de propriétés, mais pour autant c'est une plante qui pousse un peu au bord de la route, donc le côté rasier qui n'a pas trop d'importance, à peine si on la reconnaît, on marche même parfois dessus. Et le problème justement, pour moi c'est un problème, c'est qu'on a énormément de nos plantes qui sont dans la même problématique, dans le même schéma de plantes insignifiantes, alors qu'en réalité ce sont de vrais trésors, quoi. Donc, je prendrais l'exemple de l'herbe aiguille, par exemple. Il faudrait bannir cette idée d'herbes insignifiantes. On n'a pas d'herbe insignifiante, vraiment. Et après, c'est vrai que le travail en lui-même, il est relativement chronophage. On a 625 plantes qui ont été reconnues médicinales sur plus de 3800 espèces végétales reconnues dans notre biodiversité. Donc ça reste quand même un travail de fourmi de pouvoir recenser toutes ces informations, d'autant plus qu'on les croise à des données scientifiques. Mais le concept en lui-même, je pense que c'est un concept qui est en plein développement, qui est prometteur dans le sens où on se donne comme mission justement de promouvoir et de valoriser toute cette connaissance, toute cette biodiversité, mais de manière structurée. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre conférence de samedi, on va aborder la partie réglementaire, parce que le côté culturel, traditionnel, c'est génial, c'est très important, mais la rigueur et la démarche scientifique veut qu'on respecte un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ça nous permet de nous protéger, nous, en tant qu'êtres humains, mais aussi de protéger les plantes, parce que naturel n'est pas sans danger. Une plante, ça reste un être vivant, donc il y a des interactions, notamment chimiques, qui se passe, ne serait-ce que le fait de consommer la plante ou dans le mode de préparation, etc. Et ce sont tout ça des éléments à prendre en compte dans notre pratique et qui malheureusement se perdent parce qu'il n'y avait plus trop cette transmission. Je pense que maintenant on est en train d'y remédier. Mais certaines personnes disaient de ne pas prendre certaines plantes à certaines heures, de ne pas prendre trop de doses, etc. On a perdu en fait tous ces petits détails qui permettaient soit de vraiment contribuer à la santé, ou tout au moins de ne pas arriver jusqu'à l'intoxication, jusqu'à parfois même aux effets secondaires négatifs, parce qu'une plante peut avoir des effets secondaires aussi. Il faut savoir doser. Très important le dosage, mais surtout de ne pas en fait scinder médecine traditionnelle et médecine conventionnelle.
moi je pense que c'est quelque chose de totalement compatible. Parce que justement, quand on décide de se soigner par exemple par les plantes médicinales, il est nécessaire d'en parler à son médecin ou à d'autres professionnels de santé qui ont la capacité d'accompagner, parce que certaines plantes par exemple ne sont pas compatibles avec certains médicaments, etc. Et ça, c'est vraiment le professionnel de santé qui peut en juger et accompagner. Donc en fait, tous ces éléments, on les donnera samedi dans la conférence. Parce que par exemple de la pratique magico-religieuse, on va arriver jusqu'à l'ethnomédecine, c'est-à-dire comment on arrive à soigner quelqu'un finalement en prenant en compte tout cet héritage culturel, traditionnel, et en respectant ça en fait, puisque nous par exemple, nous n'avons pas la même représentation du corps que quelqu'un qui vient d'ailleurs ou voilà, dans une autre communauté ou civilisation. Enfin, c'est pas vraiment la même chose. Il faut vraiment prendre en compte tout notre environnement pour ensuite dire, voilà, on va se soigner par les plantes, etc. Donc samedi, il y aura des invités, il y aura du beau monde pour cette conférence. Oui, il y aura des invités, donc notamment anthropologues, également frotteuses. Alors, une frotteuse. Alors, quel est l'intérêt pour d'avoir une frotteuse samedi à cette conférence? C'est toute la connotation que sa frotteuse, qui est aussi anthropologue, donc du coup, ça peut être intéressant. J'ai parlé de représentation, voilà, c'est pas simplement donner des recettes de rituels, il y a tout un monde en fait autour de ça. La pratique culturelle, elle respecte énormément de règles, de principes. La plante en elle-même, elle a du pouvoir, donc voilà, toutes ces notions, comment on peut les définir, comment on peut les comprendre pour ensuite mieux les appliquer ou pas. Donc, un rendez-vous à ne pas rater, ça va être samedi Memorial Act. Samedi au Memorial Act de 10h à 13h, on parlera des pratiques magico-religieuses autour des plantes médicinales entre croyances, traditions et réglementation. Un téléphone? Alors l'entrée, elle est à 5 €, c'est une participation puisqu'il y a quand même un certain nombre de logistique qui est mis en place. Donc l'entrée est à 5 €, les réservations, enfin les tickets sont pris sur place directement au Memorial Act. Et voilà. Et pour ceux et celles qui ne pourront pas assister, on pourra avoir un numéro pour vous rejoindre? Alors, de nous suivre tout simplement sur les réseaux sociaux, puisqu'on fera des lives. Et bonne nouvelle aussi, la conférence sera filmée. Donc, pourront suivre par la suite sur la chaîne YouTube l'ensemble des conférences d'ailleurs que nous mettons en place et des événements et actions que nous mettons en place. La chaîne YouTube que nous rappelons qui est? Alors, il suffit de suivre Paroka, P-A-W-O-K-A, et tout est relié, tout est connecté, donc on trouvera l'ensemble des informations. Sinon, on peut nous joindre au 06 90 412 600 ou regarder tout simplement sur les réseaux sociaux. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Merci Rachel Loliat d'être venue sur le plateau du ZCL pour parler de cette conférence pratico-religieuse. Ça va être au Memorial Act samedi, un rendez-vous à ne pas manquer de 10h à 13h avec tout un ensemble bien sûr de professionnels. Kaïssa, on revient, on continue l'actualité. Oui, on part à Pointe-à-Pitre car ce matin a eu lieu l'inauguration d'un tuk-tuk. Et oui, le tout premier tuk-tuk sur notre île pour l'heure. Il n'y a qu'un seul, mais d'ici un mois, nous devrions en avoir deux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tuk-tuk, Jean, sais-tu ce qu'est un tuk-tuk? Donc je vais découvrir maintenant. Tu vas découvrir. Il se situe actuellement sur la ville de Pointe-à-Pitre, mais fonctionne également avec les autres villes. Ils envisagent de se développer également sur la Basse-Terre, une initiative de l'entreprise Pousse-Pousse, entreprise qui a vu le jour il y a 3 ans de ça. Le reportage avec Olivier Félix pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tuk-tuk. L'idée Pousse-Pousse est née du cerveau de M. Baptiste, qui depuis 3 saisons a lancé les vélos-taxis. L'idée lui est venue de ses voyages aussi. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Donc il a repéré cette idée. Il est parti à Londres pour s'approvisionner en vélo-taxi. Il les a fait rentrer donc sur la Guadeloupe. Il a lancé donc ce concept pour proposer aux touristes des balades commentées de la ville de Pointe-à-Pitre, puisque c'est un point 3 de cœur et d'histoire. Donc on a commencé sur Pointe-à-Pitre. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'offre, il fallait l'améliorer, puisqu'on avait des groupes, des familles ou des
amis qui partaient en croisière et les pousse-pousse ne pouvaient prendre que 2 voire maximum 3 personnes. Donc toujours dans l'idée d'innover, on a cherché qu'est-ce qui pouvait correspondre à la demande et qu'est-ce qui pouvait aussi correspondre à nos valeurs, puisqu'on est une entreprise éco-responsable. Donc protection de l'environnement, il nous fallait trouver quelque chose soit de solaire, soit d'électrique. Et on a pensé au pousse-pousse. Depuis plus de 2 ans, on travaille sur le projet pour essayer de trouver les financements pour pouvoir faire entrer le véhicule. Aujourd'hui, on fonctionne essentiellement, exclusivement sur fonds propres. Donc ça a pris un peu de temps et puis on a réussi à concrétiser notre projet cette année, à faire entrer donc, le premier tuk-tuk qui permet donc, comme je disais, de prendre les groupes, les familles, etc. Et l'idée aussi, c'est de proposer nos services à la population locale. On n'est pas exclusivement sur le secteur touristique, même si l'essentiel de notre activité se fait pendant la saison de croisière. On propose aussi nos services à la population locale. Elle peut naturellement redécouvrir la ville de Pointe-à-Pitre d'une autre façon. On découvre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, l'histoire de Pointe-à-Pitre, l'histoire des autres villes. On travaille aussi avec la ville de Basse-Terre et on espère aussi étendre sur d'autres communes de la Guadeloupe. Mais les locaux aussi, de façon tout à fait innovante, peuvent par exemple faire un enterrement de vie de jeune fille en tuk-tuk, peuvent se marier en tuk-tuk, ça existe ailleurs, il n'y a pas de raison que les Guadeloupéens ne puissent pas. On développe aussi, puisqu'on n'est pas isolé dans notre activité, on essaie de faire aussi participer les artisans locaux. Donc on développe des balades gourmandes avec des restaurateurs pointois ou gauziériens, c'est-à-dire qu'on propose une balade nocturne qui se termine dans un restaurant avec un bon dîner. Il y a plusieurs opérations, des événements sur mesure, un anniversaire, une sortie entre amis. Vous pouvez nous solliciter pour toutes sortes d'événements à organiser. Et voilà, c'est tout pour le tuk-tuk. Il faut savoir que cet engin est doté d'un mécanisme électrique. Il dispose de 6 places assises et va jusqu'à 80 chevaux. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce qu'est un tuk-tuk, maintenant vous le savez. Et donc maintenant nous recevons Jimmy Coton-Pelagi. Il a écrit un livre, Le Dancehall sous un nouveau jour. Le voici, c'est un livre qui comptabilise 200 pages à peu près. Alors on le rappelle, ce livre parle de la débauche sexuelle, la violence et l'homophobie. Dites-moi si je me suis trompée, c'est bien cela, Jimmy? Alors, bonjour, oui, vous avez fait une erreur en fait. Oui. Donc, c'est les thématiques que vous avez évoquées figurent dans le résumé. Mais ceci dit, ce n'est que le début de la phrase. Ce n'est que le début, d'accord. En fait, la débauche sexuelle et la violence sont des thèmes qui nous viennent souvent à l'esprit quand on entend parler de musique dancehall jamaïcaine. Justement, Jimmy, Jimmy, le dancehall sous un nouveau jour, on a presque envie de dire que le dancehall était connu sur des anciens jours. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en évidence dans ce manuel? Alors, pourquoi le dancehall sous un nouveau jour? J'ai choisi ce titre parce que à travers cet ouvrage, les lecteurs pourront voir des aspects de cette musique qui avant n'étaient pas vraiment exposés au grand public. Donc, d'où le choix de ce titre, le dancehall sous un nouveau jour. On rappelle que le dancehall, c'est une musique de salle et de rue qui viennent de la Jamaïque. Alors, dans ce livre, vous prenez le soin bien de préciser pourquoi certains chanteurs du dancehall lancent des messages, ils utilisent le dancehall pour passer des messages. Alors oui, donc les artistes de dancehall jamaïcains utilisent cette musique effectivement pour passer des messages et pour aussi exprimer leur point de vue concernant certaines problématiques qu'ils retrouvent dans leur environnement. Par exemple, je parle des grossesses précoces, de la pratique de l'avortement. Donc le but de l'ouvrage en fait est de vraiment montrer que les artistes de dancehall jamaïcains sont fortement influencés par leur contexte social et que tout cela ressort à travers leur musique. Tout cela ressort à travers leur musique. Donc la musique est pour eux un moyen de dénoncer certaines situations qui se font en Jamaïque et même voir dans la Caraïbe. Oui, donc tout à fait. Par exemple, j'ai écrit un chapitre traitant des violences faites aux femmes. Et donc dans ce chapitre, les lecteurs verront que les artistes de dancehall jamaïcains ne restent pas insensibles face à ce fléau. Et ils expriment leur indignation
à travers leur musique. Ils expriment leur indignation à travers la musique. Aujourd'hui, le dancehall, cette image qu'on a du dancehall, vous tentez à donner une nouvelle image à cette musique? Alors, lui donner une nouvelle image, peut-être pas, mais en tout cas, y montrer des aspects qui n'apparaissent pas souvent au grand jour. Donc le but n'est pas vraiment de... Le but n'est pas vraiment de défendre, si vous voulez, la musique dancehall, même si je suis passionné et je suppose que la passion transparaît à travers cet ouvrage. Même si j'ai tâché de faire preuve d'une certaine honnêteté intellectuelle, je reste objectif. Donc le but est de vraiment montrer que la musique dancehall n'est pas simplement la musique dancehall jamaïcaine n'est pas simplement une musique divertissante, que l'on pouvait aussi établir un lien sociologique entre les chansons et la société jamaïcaine. Aujourd'hui, le dancehall jamaïcain, celui de la Martinique, celui de la Guadeloupe, on peut dire que est-ce qu'il y a ce même lien de pouvoir véhiculer des messages? Est-ce que vous avez retrouvé, parce qu'en écrivant ce bouquin, est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez trouvé ce même lien qui pourrait exister en Jamaïque, en Guadeloupe, en Martinique? Alors, donc me concernant, comme je suis martiniquais, effectivement, quand j'ai réalisé ce travail de recherche, je me suis demandé si je pouvais, si j'aurais pu faire ce même travail avec la musique dancehall martiniquaise. Et il se trouve que j'ai trouvé que le dancehall jamaïcain était un peu plus varié au niveau des thèmes. C'est ce qui m'a permis vraiment de tisser un lien entre la société jamaïcaine et le dancehall jamaïcain. Et je ne sais pas si j'aurais été en mesure de faire la même chose, d'être dans la même démarche, si j'avais analysé la musique dancehall martiniquaise avec la société martiniquaise. Et Keïssa, on vous voit regarder avec un intérêt particulier cet ouvrage de Jimmy Coton-Pélagie. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je regarde je sais pas, moi, en langage courant, on appelle ça gimmick, vous appelez ça comment? Quoi donc? Je vois marquer par exemple Gyalis Experience de Conscience 2017, oui. Et là vous donnez les significations, comment appelons ça exactement? Le mot exact pour définir. Alors, ce sont des phrases qui reviennent ou des phrases qu'on sait que ces artistes-là disent souvent? Alors oui, la plupart des artistes dancehall jamaïcains s'expriment en créole jamaïcain. Et donc dans certains textes, il y a souvent des expressions qui ressortent et il faut les connaître. Effectivement, là vous avez cité Gyalis. Alors Gyalis qui veut dire, qui pourrait être traduit comme playboy, donc il fait référence à un homme qui a la cote auprès des femmes. Et donc voilà, et la particularité aussi de cet ouvrage, c'est que j'ai réussi à traduire des extraits de chansons de dancehall jamaïcaine exprimées en patois en français. C'est justement ce que je vois et c'est extraordinaire, c'est vrai, quand on voit la traduction, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Par exemple, on va donner un avant-goût. Oui, allez-y donc. Un avant-goût à nos téléspectateurs. Je vais vous laisser nous dire, par exemple, attendez, je cherche, il faut donner quand même quelque chose de pétillant. Percutant. De percutant, tout à fait. En attendant... Le Gyalis Experience de Conscience, c'était une chanson écrite en 2017. Tout à fait. Alors, moi je ne vais pas dire la partie anglaise puisque je ne suis pas trop anglaise, mais est-ce que vous vous souvenez exactement de ce qui avait été marqué? Vaguement, il aurait fallu. Mina kill nobody. Mina kill nobody. Alors il disait je ne suis pas un meurtrier, c'est pour cela que je ne parle pas de violence, je ne suis pas un mécanicien, donc je ne parle pas de voiture, je ne fume pas, donc je ne parle pas de ganja, mais une chose est sûre, c'est que j'ai beaucoup d'expérience avec les femmes. Et par la suite, il nous dit je suis devenu un playboy depuis l'époque où je me faisais voler mes petites amies, maintenant je vole les petites amies des autres. Exactement, tout à fait. Gyalis Experience de Conscience. Vous avez écrit ce bouquin, comment il a été perçu par les chanteurs de dancehall en Martinique? Alors, pour l'instant, il n'y a aucun chanteur de dancehall qui fasse partie de mon lectorat. Pour l'instant. Sinon, il y a des Selecta, notamment Selecta Taliban, qui est très connu en Martinique et qui est l'un de mes plus grands lecteurs.
et voilà, qui m'a fait de très bons retours et qui aime beaucoup. Mais oui, mais dites-moi, c'est quand même un gros ouvrage, mais ça vous a pris combien de temps pour constituer ce livre? Alors je l'ai écrit en un an. En J'ai un an. commencé en 2016, en juin 2016 et j'ai fini en septembre 2017. D'accord. Et vous avez eu, pour comprendre le patois ou pour même le parler ou pour le définir comme ça, vous êtes parti sur les lieux Alors non, je n'ai même pas eu besoin. En fait, pour tout vous dire, depuis mon adolescence, je rêvais d'être un artiste de dancehall. Et pourquoi vous ne l'avez pas été? Vous avez préféré poursuivre des études en anglais? C'est quand j'ai commencé mes études, effectivement, mes études universitaires, que j'ai commencé, si vous voulez, à exploiter ma passion, mais de manière littéraire. Car j'ai réalisé un mémoire universitaire qui s'intitule « Violence en Jamaïque, le rôle du dancehall dans la société jamaïcaine », sous la direction de M. Steve Gadet, enseignant et chercheur. Puisque Jean, pour info, il a un master en anglais. Oui, il a un master en anglais, il peut décrocher à Schellcher en Martinique. Tout à fait. Alors, on a envie de dire deux rendez-vous pour la dédicace de ce bouquin. Ça va être samedi. Oui, le samedi 13. Donc, le premier rendez-vous de 10h à 13h à la librairie générale à Jazor, à Pointe-à-Pitre. Oui. Et le deuxième rendez-vous de 15h à 18h à la librairie antillaise de Destreland. Voici donc pour ceux et celles comme Keïssa qui souhaitent avoir vous allez avoir en primeur la dédicace de ce bouquin, le Dancehall sous un nouveau jour. Ça va être samedi de 10h à 13h à la librairie générale Jazor à Pointe-à-Pitre et l'après-midi à Mediastore à Destreland pour la dédicace de ce bouquin écrit par Jimmy Coton Pélagie qui a écrit ce bouquin qui c'est vrai qui nous fait un peu valser sur ce rythme du dancehall jamaïcain. On va revenir très rapidement avec vos plans de brève, Keïssa. Oui, nous avons 3 brèves. On va commencer avec notre président de région, Harry Chalus, qui a rencontré hier le président de région, le préfet de région, Éric Lemaire, sur le dossier de la piste Super Motard en présence de Jean-Michel Clerville et de la ville de Bémao. Harry Chalus se félicite de cette rencontre et de la volonté de la préfecture de Guadeloupe de voir se concrétiser ce projet dans le respect des contraintes environnementales. Il s'agit là d'un projet à la fois innovant et pédagogique qui vise à pallier l'absence d'outils pour la prévention routière à destination des 2 roues et la formation des jeunes au sport mécanique. Et on continue avec une brève sur la situation du CHU. Parlons maintenant de l'hôpital. Nous informons la population de la réouverture partielle de certains secteurs de l'hôpital, à savoir la Tour Sud qui réouvre aujourd'hui au 9e étage, installation de la pédiatrie générale à compter de demain. Au 5e étage, retour de la neurologie et de l'alerte tropoliste AVC au CHU 24 heures sur 24. À compter de ce jour, retour également de la cardiologie et de l'unité des soins intensifs cardiologie dans leurs locaux antérieurs. En ce qui concerne le 3e étage, retour de la chirurgie pédiatrique et pour finir au 1er étage, réouverture des laboratoires. Et on continue avec une brève éboulement de terrain à Mayotte. À la suite de précipitations particulièrement importantes, une famille d'habitants de Kongou à Mayotte ont été victimes d'un éboulement de terrain ces dernières heures. Une mère de famille et ses 4 enfants ont perdu la vie. Seule une fillette de 6 ans vivant dans l'habitat a survécu. Les services de la préfecture en lien avec la mairie de Kongou sont pleinement mobilisés pour soutenir les populations dans cette terrible épreuve. Et voilà, malheureusement, on termine le journal sur une mauvaise note. Condoléances à cette famille. Et voilà, il est 13h58 minutes. Il nous reste 2 minutes pour finir le journal. Jean, des rendez-vous à rappeler? Oui, juste une information de la préfecture de la région Guadeloupe qui informe les administrés que demain, les services de préfecture à Basse-Terre seront fermés à partir de 10h30 et à Pointe-à-Pitre, la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre sera fermée à partir de 9h30 aux administrés. Les heures de réouverture se feront lundi aux heures habituelles. Donc une information importante pour ceux et celles qui souhaitent faire des démarches à la préfecture de Guadeloupe demain à Basse-Terre à 10h30. Les services de préfecture seront fermés à 10h30 et à sous-préfecture de Pointe-à-Pitre à partir de 9h30. Les services de la préfecture vont réouvrir lundi aux horaires et heures habituelles pour cette information importante pour les administrés. Ainsi prend fin ce ZCL, des rendez-vous à ne pas manquer ce soir avec Sophie Bourrel au Mémorial Act pour la représentation de l'œuvre d'Édouard Buisson à ne pas rater. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau ZCL avec autant d'invités.
Bonjour, bon appétit. On le rappelle, vous nous avez écouté en direct de C10FM, mais aussi de Radio Haute Tension. De 89.8, 90.8. Et on remercie l'ensemble des équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission ici sur ce plateau. Réalisation faite par Zébriste aujourd'hui. Bon appétit à vous et bon après-midi.